Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies. Cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se réinventer à 40 ans ? Nous avons toutes et tous en tête des histoires de reconversion professionnelle, des changements de vie, des voyages à l'autre bout du monde avec à chaque fois cette même quête, se réinventer. Et si nous n'avions pas besoin d'aller aussi loin pour se découvrir ? Et si le premier voyage était en soi ? Et si la toute première pierre à poser se trouvait au niveau de notre intimité ? Cette histoire, c'est celle de Carlotta. Après une vie sexuelle hétérosexuelle entre guillemets classique, rangée, à 40 ans, elle réinvente sa sexualité en s'autorisant une sexualité bi et très libertine. Elle découvre peu à peu son attrait pour le BDSM jusqu'à devenir dominant. Cette intimité nouvelle va s'exprimer au-delà de la dimension purement physique pour évoluer dans le domaine de la cérébralité. Oui, vous avez bien entendu. Le BDSM avec Carlotta est loin des clichés que l'on peut avoir, car elle le voit comme un art de vivre, une forme de respect avec des codes pour se comporter. Dans sa pratique, elle met beaucoup d'intelligence émotionnelle, de l'intuition et un immense respect pour son soumis ou sa soumise. Vous le découvrirez par vous-même, mais elle refuse systématiquement les personnes qui lui disent entre guillemets « je n'ai pas de limite », car pour elle, le consentement est plus que central. C'est un épisode surprenant, loin de l'image que l'on pourrait avoir du monde du BDSM, où l'on ressent qu'avec Carlotta cette intelligence émotionnelle qui nous manque tant dans les rapports plus conventionnels. Et si finalement, c'est le BDSM qui avait la clé du consentement ? Je n'en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Carlotta, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté notre invitation à échanger au micro de Basium. En préparant notre épisode, tu m'as fait part d'un avant et d'un après 40 ans et qu'une sexualité plus qu'épanouissante était possible après cet âge-là, contrairement à ce que nous disent les médias. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Alors, avant de nous parler de l'après, à quoi ressemblait ta sexualité avant 40 ans ? Ok, écoute, ravie d'être avec toi pour partager tout ça. Alors bon, pour t'expliquer, avant 40 ans, j'avais une sexualité plutôt classique, assez épanouie, je veux dire directe, ouverte, mais ça restait classique. Ouais, j'avais un petit ami partenaire régulier depuis quelques années, notamment aux alentours des 40 ans, avec qui on a partagé un tas d'expériences, mais qui sont toujours restées au sein du couple, tous les deux, dans un mode plutôt, je dirais, classique. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Alors tout a commencé parce qu'on a échangé beaucoup. Je pense que la communication est
d'être à l'aise avec nos fantasmes et de se livrer et de se raconter ce qu'on a, ce dont on rêve, ce qu'on a dans la tête, ben c'est quand même assez fort parce qu'on a commencé à se raconter nos fantasmes l'un et l'autre. On a commencé aussi à se raconter des histoires pour s'endormir, des histoires érotiques. Alors moi je te raconte ce soir c'est l'histoire de. Et puis lui me disait bah écoute moi ce soir je vais te raconter aussi une histoire. Alors c'est l'histoire d'un homme, etc., etc. Et c'était super érotique et super excitant et ça donnait je dirais une cérébralité à nos rapports. Puis un jour on s'est dit et si on réalisait nos fantasmes? Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à penser à concrétiser ce qu'on avait osé s'avouer sur l'oreiller avant de s'endormir en fait. Alors que ni lui ni toi, vous étiez familiers du monde du libertinage, du BDSM ou de toutes ces Absolument choses-là? pas. Pas Non, du tout. ça a juste pris naissance parce qu'il y avait une bonne connexion, mais on avait envie de s'avouer à quoi on pensait quand on se masturbait, qu'est-ce qu'on se disait. On avait envie d'être dans la tête l'un de l'autre vraiment pour que ça soit encore plus dans le lâcher prise. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait peut-être 2-3 ans déjà. Ok. Voilà. Donc une relation plutôt établie. Oui, ouais, tout à fait. Vous avez osé finalement redéfinir les codes et repartir sur des choses nouvelles en fait. Oui, et puis c'était aussi, il y avait énormément de curiosité de sa part et de ma part, et on s'est avoué l'un et l'autre ce qu'on avait envie de faire. Il y a aussi le fait qu'au début, on s'est connus dans un contexte un peu particulier, parce qu'on s'est connus dans l'activité professionnelle qu'on avait, et on a attendu, je me souviens, je crois, 3 mois avant de se découvrir en vrai. On s'est séduit par nos voix. On est resté 3 mois, on est tombé amoureux sans se voir, on s'est jamais envoyé de photos, et on s'est découvert un jour à un aéroport. Mais non. Et vous faisiez quoi comme activité parce que vous faites du doublage ou... Non, en fait, j'étais directrice de production d'un magazine et je m'occupais de certains comptes de publicité, et lui, c'était un directeur marketing. On a flashé sur nos voix mutuellement, je me souviens. Et puis, ça a été un coup de foudre, et on a commencé en fait la relation par beaucoup de SMS à l'époque et tout ça, de textos, se parler, se confier. C'était déjà, la relation a commencé comme ça. Ensuite, on a osé avoir le courage de s'envoyer uniquement des photos de nos enfants, par exemple, mais jamais de nous. Et un jour, on s'est découvert à un aéroport, c'était en Andalousie, en Espagne, voilà. Et puis, on a passé un week-end de rêve et on s'est vu au début comme ça par intermittence, ce qui fait que à la base, au niveau des codes, on était un couple à distance. Ensuite, on s'est rapprochés, mais on a toujours beaucoup communiqué sur ce qu'on se disait, sur ce qu'on pensait, sur ce qu'on ressentait, parce qu'on savait qu'on n'était pas toujours l'un avec l'autre. Ok, donc effectivement, la communication, ça a été un des piliers de votre relation depuis le début, quoi. Ouais. Et puis lâcher prise, vraiment cash, quoi. J'ai envie de ça, ou j'ai pas envie de ça, ou je ne m'appelle pas maintenant, appelle-moi demain, ou qu'est-ce que je fais, ou enfin voilà, c'était vraiment fluide et à l'aise, très très à l'aise. Parce qu'effectivement, j'imagine que vous aviez déjà, alors on va pas faire l'historique, mais vous aviez déjà eu des relations avant et que vous aviez plus envie de perdre du temps dans des futilités et d'aller droit au but, quoi. Ouais, et puis je pense que c'est une personne qui était comme moi, qui est bien dans sa peau et qui avait envie de passer à un niveau différent, tout simplement. Il y a beaucoup de feeling aussi, donc voilà, c'est fait naturellement. Ok, donc la conversation, on passe des fantasmes à la réalité. Comment ça s'est fait? Alors là, il y a un côté, tu sais, on était tous les deux dans le business, tu vois, donc c'était bon, on va faire un plan d'action. Et donc moi j'ai écrit un scénario, il m'a laissé libre d'écrire, de raconter ce que je voulais vivre. Donc je lui ai expliqué ça, et le contexte, ça sera où, comment, avec qui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et on en a discuté, et puis après on a mis ça en place. C'était vraiment passionnant de discuter ensemble pour mettre les détails au point. Je sais pas si je te raconte comment c'était, mais en gros voilà, on avait décidé de louer une super suite dans un hôtel et de faire un scénario plutôt érotique. Pour ça, on avait sélectionné un partenaire. Alors à défaut de partenaire féminine, c'est plus compliqué de trouver ça. On avait donc dit, écoute, on trouvera un partenaire masculin. Et donc la première chose qui a pimenté notre sexualité, ça a été un jeune monsieur
un beau monsieur, qui a bien voulu se prêter au jeu et au scénario, à qui on a envoyé carrément un storyboard, parce que il fallait qu'il soit dans le mood, il fallait vraiment qu'il joue lui aussi, parce que d'abord c'est un jeu, voilà, le sexe c'est pas sérieux. On avait décidé en posant le cadre que ça serait un jeu et qu'il fallait qu'il joue Qui suivent le script, quoi. Ouais, voilà, dans les discussions, dans faire comme si, etc. Et donc, il y a eu aussi une proximité entre mon compagnon et moi, parce on a cherché tous les deux à recruter cette personne. Et c'est comme ça qu'on a ouvert des profils sur des sites de rencontres et des sites de libertinage. Donc lui, il cherchait de son côté, moi aussi, et c'était super excitant de se raconter. Tiens, j'ai trouvé quelqu'un, voilà la photo, ça te dit, ah non. Et puis après, ça dérivait sur des scénarios qu'on s'inventait à nouveau, lui et moi. C'était super excitant en fait. Et on a fait cette recherche. On était d'ailleurs à distance, on vivait pas ensemble. On n'a jamais vécu ensemble d'ailleurs. Et donc c'était autant excitant de composer tout ça pour qu'on vive notre première expérience que de la vivre aussi. Tant la réalisation que l'élaboration de ce nouveau script érotique, finalement, qui venait l'un pour l'autre, je pense, bousculer un peu vos habitudes de ce que vous aviez peut-être déjà fait, ça a dû être une sacrée aventure. C'était chaud, vraiment super. C'est déjà même ça, si on même sans passer à l'acte, c'est déjà un booster hein, en fait de sexualité, de créativité, parce qu'on se livre beaucoup. Surtout, un truc important, ça cadre les choses. Quand tu n'as pas d'expérience et si tu fais à l'impro, c'est parfois un petit peu dangereux d'avoir des mauvaises surprises ou des sentiments auxquels tu t'attends pas et qui te plaisent pas. Donc on voulait faire de ça. Donc il y a la nécessité, en tout cas pour moi, de cadrer les limites. Qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif c'est quoi? Bon. C'est un peu des questions de coach aussi, mais bon voilà. Mais c'est important effectivement de mettre du cadre dans ce qu'on fait pour pouvoir en fait ensuite se sentir libre d'exercer dans ce cadre finalement. Parce que le nombre de personnes que je reçois en consultation et qui ont lu sur je ne sais quel site internet qu'il fallait ouvrir son couple pour retrouver une libido, une sexualité épanouie, in fine, ils le font, mais ils se posent pas toutes ces questions. Alors, je sais pas s'ils vont au point de faire un storyboard, mais ils se posent pas toutes ces questions de savoir jusqu'où, quelle pratique, main, pas main, langue, pas langue, enfin voilà, des trucs on peut sembler mais tellement précis, mais alors en réalité, ça peut jouer énormément, quoi. C'est énorme. Ce sont des détails qui en disent long et surtout que tu sais jamais pour la personne comment elle va prendre ce geste ou cette parole. Donc chaque parole est un code qui est perçu de façon très personnelle selon les personnes en fait. Puis aussi poser un cadre à ta première histoire coquine, ça rassure parce qu'on est quand même deux partenaires amoureux. Et là, on passait à un niveau au-dessus, c'est-à-dire juste le physique, la cérébralité et l'histoire que nous, on voyait, avec un acteur qui devait rester aussi dans ses limites. C'était important pour nous. Donc, une première expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? Est-ce que tu as eu un déclic? Comment ta sexualité s'en est retrouvée imprégnée de cette rencontre? Alors déjà, j'ai vécu ça comme étant quelque chose qui renforce beaucoup je dirais l'assurance en soi et ta confiance en toi, ta sensualité, ton pouvoir de femme. Ça c'est clair parce qu'avec deux hommes hyper à l'écoute, tu es la reine, hein. Donc tu demandes ce que tu veux. Et ça c'est génial. Donc ça a changé aussi un peu ma perception de moi aussi. Et puis après en fait après cette histoire, on a eu d'autres histoires et puis le couple c'est terminé. Et moi j'ai eu, alors pas du tout à cause de ces histoires-là, hein, ça a été un booster. Mais à la fin de cette relation, je me suis trouvée avec un sentiment de inachevé, quelque chose qu'il fallait que je continue à approfondir. Et donc, je suis restée sur les sites libertins sur lesquels on avait un profil couple. Et j'ai passé le profil en femme seule. Et j'ai continué à l'aventure, parce que j'avais encore envie d'explorer plein de trucs. Et j'avais pas fini de faire tout ce que je voulais. Et là, j'étais lancée. Et ouais, effectivement, ça a été la porte ouverte à l'exploration de tes fantasmes, de tes envies, de tes désirs. Est-ce que tu t'es autorisée à faire certaines choses ou à expérimenter certaines choses que tu ne t'étais jamais autorisée auparavant? En fait, j'ai eu la chance de tomber sur un tout premier partenaire sur ce site-là
qui était libertin depuis énormément d'années et hyper expérimenté. Et donc ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en tout premier, parce qu'on a eu vraiment plein de dialogues et de discussions hyper ouvertes, et j'ai découvert aussi l'état d'esprit, un tas de choses qui m'ont fait, je dirais, encore mûrir le projet, l'envie de découvrir et comment le faire, et j'ai aussi posé plein de questions parce que c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, et voilà, et donc c'était passionnant de voir que dans tous ces déplacements il y avait une régularité aussi, et puis c'était pour lui une façon de goûter la vie, tout en étant aussi je dirais dans un profil professionnel super responsable, vraiment les pieds sur terre, voilà, une vie tout à fait réglée, mais avec cette bulle d'oxygène dans laquelle il évoluait aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a une image assez galvaudée, hors personnes qui connaissent ou qui se sont intéressées un tant soit un peu au milieu du libertinage, en disant que c'est des gens qui sont forcément dépravés, limite en dehors de la société, etc. Non, t'as vraiment de tout. D'ailleurs, quand je dis libertinage, t'as une catégorie de personnes qui sont hyper cérébrales comme moi. Ce sont des gens super raffinés, archi-universitaires, avec voilà, plein de souvent plein de responsabilités, souvent aussi pas mal de pouvoir, beaucoup de subtilité, de culture, et justement la sexualité épanouie et subtile dans tous les sens du terme, c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Donc non, il y a une catégorie de personnes premium, ou je sais pas comment tu peux les appeler. En sexo, on les appelle les hauts grades. D'accord, bah voilà, haut grade, avec qui c'est passionnant d'échanger, parce que comme ils sont super cérébraux, ça commence toujours tout en subtilité, en fluidité, et beaucoup d'écoute de part et d'autre. Voilà, ça commence comme ça, et c'est toujours raffiné, c'est poli, c'est bien, c'est vraiment super agréable, toujours dans l'écoute et le respect de l'autre personne. Et vraiment des personnes pas du tout dépravées, et avec la tête bien sur les épaules. Bah, c'est intéressant parce que c'est clairement la définition de l'érotisme, en fait. C'est Eros, quoi. C'est vraiment un art de vivre, une façon de considérer la sexualité, mais finalement qui déteint sur toutes les autres sphères de notre vie. La façon de se comporter, la façon de s'exprimer, la façon de se mouvoir, la façon d'interagir avec les autres. Et effectivement, la sexualité va rentrer dans cette espèce de classe, d'élégance qu'il peut y avoir, à mettre en place certains codes avec toujours en ligne de mire le respect. Et puis énormément de toute la subtilité réside parfois dans les non-dits et dans les suggestions, et là on est à ce niveau-là aussi, quoi. Donc, dans les silences. Ouais. En préparant l'épisode ensemble, j'avoue, j'ai le droit à des petites confidences, et au-delà de ce libertinage et de cette créativité, de cette cérébralité, tu m'as fait part aussi d'une autre pratique que tu as tentée et que tu as essayé. Je ne sais pas si tu l'essayes, que tu le fasses, si tu le fais encore, pardon. Est-ce que tu as envie d'en parler ? Ouais, avec plaisir. Allons-y, parlons BDSM. J'ai toujours, quand tu évolues dans le milieu du libertinage, je fais quelques soirées aussi. Enfin, ça dépend vraiment des personnes, comment elles le vivent. Moi, j'ai fait beaucoup de soirées, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je suis allée au fur et à mesure vers ces pratiques, parce que j'ai rencontré certains messieurs, je dirais, qui instinctivement se sont proposés d'être mais soumis. Donc c'est venu en fait parce que ils ont ressenti que chez moi il y avait cette énergie, très forte énergie, je dirais sexuelle, mais aussi sereine et assez ferme parfois. Et les personnes qui sont soumises ou soumises ont une très très grande sensibilité en fait à l'autre. Ils sont hyper à l'écoute. Ça s'est présenté comme ça. J'ai eu un jour un partenaire qui m'a dit, mais j'ai accidentellement, j'ai posé mes mains autour de son cou lors de nos ébats. J'ai un peu serré, un tout petit peu. Il m'a dit, lâche-toi. J'ai compris à ce moment-là que je pouvais faire comme j'avais envie. Et j'ai vu dans son regard qu'il était confiant. Et il m'a dit ensuite, mais c'est toi et moi j'ai entièrement confiance. Fais comme tu veux. Et ça a été la porte ouverte en fait à quelque chose dont je me suis rendu compte que chez moi c'était aussi naturel aussi d'aller vers cette tendance-là. Et j'ai commencé comme ça à m'épanouir avec plusieurs partenaires. Plutôt apprécier ce genre de pratique, parce que j'étais toujours dans le
le même type de fonctionnement, c'est-à-dire dans le scénario, puisque là aussi le BDSM, c'est un contrat qu'on passe avec une personne. Donc c'est systématique de poser les limites, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc pour moi c'était toujours aussi rassurant, mais là il y avait il y avait beaucoup plus je dirais d'organisation pour moi, de penser à ce que j'avais envie de faire, et puis aussi selon la diversité des partenaires, bah, tu peux avoir un tas de scénarios possibles en fait. Donc voilà, je me suis aussi adaptée à mes partenaires, à différents types. Ça peut être un homme seul, ça peut être une femme seule, ça peut être un homme qui amène sa compagne, voire une maîtresse. Ça peut être aussi se rencontrer entre plusieurs maîtresses avec nos soumis ou nos soumises respectives. Enfin, il y a un tas de cas de figure. Et là, j'ai trouvé que c'était encore plus génial parce qu'il y a plus d'acteurs, de jeux possibles, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai trouvé bien plus de subtilité que dans le libertinage, je dirais classique. Je dirais d'ailleurs qu'il y a pas mal, enfin, tous les gens qui font du BDSM ne sont pas forcément libertins aussi. C'est quelque chose important. Il y en a qui sont pas, c'est pas du tout leur truc. Ouais, c'est bien de leur préciser. Mais moi, j'ai trouvé que c'était, ça t'amène à un truc au-dessus parce qu'en fait, tu peux très bien dominer quelqu'un, ou le faire agir sans qu'il y ait forcément de rapport sexuel aussi. Voilà. Donc là, tout est dans la tête et tout est dans le fait de faire penser quelque chose à quelqu'un, lui faire passer une journée avec telle image dans la tête. Voilà. Enfin, il y a pas mal après de degrés de subtilité dans la domination et la soumission qui m'ont attirée parce que moi perso, je suis hyper cérébrale aussi. Mais ça n'empêche pas d'être aussi très physique. Ça m'est arrivé par exemple de donner rendez-vous à des soumis dans des clubs où il y avait un donjon, un endroit voilà, spécialisé pour ça, et d'interagir avec un ou plusieurs soumis et d'apprécier énormément qu'il y ait un tas de personnes qui se regroupent autour de ce qui est en train de se passer. C'est là où je me rendais compte qu'il y avait des couples qui étaient super excités par ça, qui trouvaient ça super beau, parce que moi, chez moi, ça doit être esthétique aussi. Il y a eu vraiment une infinie, je pense, de combinaisons possibles, toujours dans le respect des codes, toujours dans le respect de la personne et dans la stabilité émotionnelle, surtout quand tu guides quelqu'un. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'effectivement, j'entends que toi, c'est vraiment un art de vivre et limite, je me pose la question de qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est plus le fait d'organiser et de penser au scénario ou c'est finalement la réalisation de ce scénario? Mais c'est aussi, moi, je me dis, on est quand même sur des personnes, parfois, qui peuvent être fragiles psychologiquement, qui, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, hein, mais qui peuvent vouloir rejouer certains scénarios aussi. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, Dieu merci. Et comment tu apprends à les déceler? Comment tu arrives à te protéger de ça aussi? Parce que c'est une responsabilité que tu as, en fait. Ouais, tout à fait. Donc ça, d'abord, c'est dans le feeling, tu sens le désir de la personne, tu sens son degré de stabilité émotionnelle. Tu sens quand il y a un truc un peu bizarre, qu'elle est oppressante, qu'elle vient vers toi, elle veut vraiment quelque chose, tu sens que ça sent la compulsion déjà dans son non-verbal. Après, moi j'ai un truc, c'est quand on me dit, souvent on s'évalue. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de l'uro? Est-ce que tu acceptes le feu, les aiguilles, etc. Il y a différents types de pratiques. Donc, en faisant un tour d'horizon comme ça de ce que la personne est capable de donner à sa maîtresse ou à son maître, j'ai souvent entendu, enfin, c'est quand j'ai entendu des personnes me dire, moi de toute façon je crains pas la douleur, ou moi de toute façon j'ai pas de limite. Là, je dis stop tout de suite. C'est pour moi le signe que là il y a une pathologie, il y a autre chose. Alors le but c'est d'avoir des limites, de les poser. Alors bien évidemment dans la pratique, il s'avère que on fixe un code, mais dans la pratique, c'est vrai que personnellement j'ai jamais eu un soumis ou une soumise qui m'a dit stop. Ce qui veut dire que je suis suffisamment à l'écoute pour voir jusqu'où je peux aller, même si on a posé les bases. Ça nécessite vraiment beaucoup d'empathie, d'écoute de la part du dominant. Mais les approches comme ça, un peu rentre dedans et j'ai pas de limite, on va où tu veux, et ça c'est pas bon. Je ne prends pas et je ne prends pas. Voilà. Donc ce que j'ai compris aussi, c'est que dans ces pratiques-là, il faut être vigilant, il faut avoir la tête sur les épaules, il
faut être super bien dans sa peau, avoir confiance en soi un maximum. C'est pas quelque chose qu'on va pratiquer dès le début d'une sexualité. Il faut une maturité relationnelle, physique, et il faut avoir ce discernement parce que il s'agit de respect, et il s'agit d'adhérer à des pratiques dans le respect. C'est la première chose en fait que j'observe chez quelqu'un, son manque de stabilité ou voilà, ça c'est primordial. Donc oui, il m'est arrivé de refuser des propositions. De toute façon, un soumis ou une soumise, quand elle te propose quand elle a envie d'être accompagnée ou prise en main par toi, elle ou il a toujours une façon très timide et réservée de se présenter à toi d'en bas, te regarde d'en bas comme ça, en espérant pouvoir être caressé par ton fouet un jour. C'est comme ça, ce sont les codes. Et quelqu'un qui te rentre dedans comme ça en disant oui, moi ou qui se permet de te toucher, par exemple, ça passe pas. Ouais, il y a des codes bien particuliers. Oui. Et toi, ces codes-là, tu les as appris par tes rencontres, par l'initiation avec cette première personne, En fait, c'est une question de ressenti. Si tu te sens un peu mal, un peu gêné par une action, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Si ça te plaît pas qu'une personne te pose la main sur toi pour te demander quelque chose, tu stoppes tout de suite, parce que le principe d'être dans la domination, une maîtresse, on va dire, c'est l'admiration, c'est les gens qui te vénèrent, et c'est le respect, et c'est la première chose, c'est le vouvoiement, voilà, c'est toute une approche physique aussi qui va avec. Donc si quelqu'un prend la liberté de casser ce code-là, déjà il est hors jeu, il est irrespectueux. Voilà, il est peut-être sous l'emprise de substances ou j'en sais rien, mais là c'est pas du tout c'est pas le truc. Donc non, il y a vraiment je dirais une grande discipline, BDSM, hein. Il y a le mot discipline. Ça porte bien son nom. Voilà, à avoir. D'ailleurs, même, tu sais, même quand on est soi-même une maîtresse, il y a aussi beaucoup de discipline pour nous, parce que ça va déjà dans la posture. Moi, je porte un vrai corset. Donc, quand tu portes un vrai corset avec des bandes, t'as une posture que tu dois maintenir. Tu peux pas te vautrer, t'asseoir, croiser les bras. Voilà, c'est vraiment, voilà, de la hauteur et de la droiture. Donc t'as déjà, toi, tu t'infliges toi-même une discipline aussi dans ta posture. Donc tu vois, la discipline, elle est aussi du côté des maîtres. Il y a une rigueur, il faut que ton soumis ou ta soumise sente que chez toi c'est structuré et c'est stable aussi. Et c'est intéressant parce que en fait, tout à l'heure quand tu disais oui, il faut se faire confiance, si on est touché d'une certaine façon et que ça va pas, il faut arrêter. Ça devrait être la norme de la sexualité avec un grand S. Or, BDSM, on va dire, alors, on parle de sexualité vanille, hein, pour la sexualité dite plutôt conventionnelle, même si ça n'existe pas, mais voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça devrait c'est de ça. Moi, j'ai l'impression parfois, après bien sûr, il peut y avoir des faits exceptionnels, mais que limite, la question du respect, elle est d'autant plus centrale dans les vraies pratiques BDSM et pas les personnes qui s'improvisent, hein, mais qui suivent les règles de l'art. Je pense notamment aussi au shibari ou à ce genre de choses, plutôt que dans la sexualité plus conventionnelle. Ouais, d'ailleurs, quand tu exerces, je dirais, quand tu es dans une pratique, moi personnellement, il y a toujours un fond de musique assez particulier, selon l'humeur, le mood que j'ai. Et il y a le cadre au tout début, il y a 2-3 mots. Peut-être qu'on a même en amont décidé de ce qu'on se dirait ou pas. Et après, j'échange très peu verbalement. Ce qui fait que la personne doit vraiment être au ressenti et très très alerte. Ça donne donc un rapport, une relation très très légère. Si jamais il y a le moindre ressenti se voit. On n'a pas besoin de mettre un mot dessus, ça se sent. C'est ça la connexion avec une autre personne. C'est une richesse énorme de se regarder, juste un toucher, une main, ou ça, on comprend. Et c'est toute la subtilité du BDSM, je trouve, pour moi, sans être obligé de parler. Vous êtes vraiment dans le ressenti, en fait. Dans le ressenti pur et dur, quoi. Voilà, donc la façon je dirais, de réagir peut te donner aussi des informations sur si ça passe ou si ça passe pas. Et le mot-clé, c'est l'écoute, là encore, l'écoute. Et quand tu parles de sexualité plus conventionnelle, c'est aussi le cas.
Je pense que la différence entre les deux, c'est que en BDSM, on a l'habitude de poser un contrat et un cadre. Et en sexualité plus conventionnelle, on n'y pense pas. Et en fait, le cadre te permet d'évoluer plus librement à l'intérieur de tes pratiques et d'exprimer ensuite un ressenti, c'est-à-dire la référence que tu as. Moi, j'avais dit ça et là, je me suis sentie de telle façon quand il s'est passé ça. Et voilà, et ça donne aussi une plus grande facilité, une plus grande aisance dans le dialogue après, quand tu es dans une sexualité plus classique, ce qui m'arrive aussi, que j'adore aussi. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, typiquement, quand j'ai des personnes que je reçois en consultation, et j'imagine que c'est la même pour Diane, je leur fais travailler sur le cadre, parce qu'il y a un contrat. Et en disant, bah, et même s'il est implicite, il est là. Tous les samedis soirs, on s'envoie en l'air, on commence par du sexe oral, suivi d'une lèvrette, et puis ensuite c'est fini. Et en fait, justement, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez vraiment? Et comme tu dis, les gens ne se posent pas la question parce qu'elles ont appris des codes, elles ont intériorisé des schémas érotiques sans se poser une seule fois la question du plaisir et sans se poser la question une seule fois du respect. De se dire, est-ce que je me respecte en faisant ça? Est-ce que quand je fais ça de façon systématique, c'est pas, enfin, moi je le vois, c'est délétère pour la sexualité, quoi. Puis il y a aussi la notion de lâcher prise qui est super importante dans le BDSM. Moi aussi, j'ai aussi été en position de soumise. C'est important de savoir, de ressentir ça pour pouvoir être aussi une meilleure maîtresse. Après, tu es plus ou moins à l'aise dans dans une des deux postures, et ça vient plus ou moins naturellement, plutôt une posture que l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues, alors tu en as parlé un tout petit peu, à avoir une sexualité dite conventionnelle? Est-ce que le fait de partir effectivement dans la cérébralité du BDSM, du libertinage, ça rend pas les choses plus ennuyantes? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Non, c'est pas du tout. Ça rend pas les choses plus ennuyeuses en fait, mais c'est une carte que tu peux sortir à un moment où tu as envie de faire passer les choses à un niveau différent, où tu sens qu'il y a une subtilité, et ben là tu peux y accéder. Non, oui, j'ai une sexualité conventionnelle, qui est une sexualité, je dirais, épanouie, mais je peux ouvrir la porte au BDSM facilement, en fait. Mais moi, en fait, je dirais que par rapport au début quand j'ai découvert ça, je trouvais ça vraiment nettement plus épanouissant. Une fois que tu fais vraiment le tour, que tu fais tout ce que tu peux faire dans la vie, en prenant du recul, c'est une question d'équilibre en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que il faut que tu sois d'abord équilibré, bien dans ta peau et donc dans ta situation du moment, pour faire du BDSM. J'ai croisé des personnes, des figures un peu emblématiques du BDSM, qui sont toujours, par exemple, du même côté, qui jamais ne se laisseront mettre une fessée, par exemple. Ça, pour moi, c'est pas une ouverture d'esprit, et ça me semble un peu dangereux d'avoir des personnes qui sont toujours du même côté et hyper psychorigides. Je me pose la question de savoir en quoi c'est un problème pour eux d'être passé de l'autre côté aussi et de lâcher prise. Comme si c'était une part de leur identité finalement, et c'est peut-être en ça que c'est dangereux. Ouais, voilà. Et puis, ce qui me vient à l'esprit aussi, on parlait ça aussi de ça tout à l'heure par rapport à une sexualité de couple. Il y a la performance. Alors la performance, que ce soit en couple, ça faut vraiment arrêter de vouloir performer, ou d'avoir des personnes qui te disent tu jouis avant ou après, ou il y a pas d'ordre, c'est pas, enfin voilà, parce que c'est mieux comme ça, ou etc. Donc il y a, et puis le degré de performance, moi ça me gêne. On est dans le plaisir, dans le lâcher prise, et pas dans un objectif personnel de performance. Et ça, je l'ai observé, que ce soit en sexualité plus vanille, on va dire, ou en BDSM, tu as aussi des maîtres ou des maîtresses qui veulent tenir leur rang ou leur réputation, et qui sont toujours dans le plus, parce que là, ils sont dans la performance. Et là, ils sont plus dans l'écoute. Donc, c'est aussi quelque chose à surveiller. Le BDSM, c'est uniquement de l'écoute et du partage. La différence, c'est juste si tu as la position soumise ou de maîtresse, mais c'est pas du tout, je dirais, la concrétisation d'un mal-être ou d'un espèce de travers qu'on pourrait avoir. C'est pas du tout ça. Si jamais ça l'est, bon, les personnes ne sont pas vraiment dans le BDSM, elles sont dans un truc pathologique, elles sont peut-être dans une mauvaise période, et
elle l'exprime de cette façon-là. Et il faut savoir distinguer ça. C'est pour ça que je répète à nouveau qu'il faut une sérénité, une maturité. Si tu es dans le BDSM à 22 ans, je sais pas. C'est possible, hein. J'ai eu des partenaires très très jeunes. Mais là, il se pose la question d'avoir le recul pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Quelle est ta responsabilité, toi aussi, en tant que Domina? Eh ben écoute, c'est parfait. Alors, on arrive à la question de fin. Donc, tu le sais ici, on est sur Basium, donc c'est le nom du podcast. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, pour Diane et moi, ça nous évoque les bases, la simplicité et les fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Nous aussi, on est un peu dans la cérébralité. Ça tombe bien. Et donc, du coup, on pose la question à chacune et chacun de nos invités. Pour toi, ça serait quoi aujourd'hui la base de ta sexualité désormais? Alors, ça serait la cérébralité, la créativité, le jeu, le lâcher prise, et puis laisser parler son corps, et surtout s'aimer soi-même et s'écouter. Voilà. Tu sais que c'est la première fois qu'on parle à ce micro de cérébralité. Hein. Je pense que ça sera le mot de la fin et le mot du podcast surtout. Ok, bah écoute, ravie. Bah, merci beaucoup Carlotta. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ou c'est bon pour toi? Ce que je pourrais dire, c'est que ce que j'ai observé, en fait, c'est que avoir une sexualité débridée, là, de nos jours, on voit pas mal de très jeunes personnes arriver dans le libertinage, que j'ai observé aussi. Donc moi, je pense qu'il y a un temps pour tout, que les étapes ne doivent pas se franchir parce qu'on a envie de croquer la vie à pleines dents, sans recul. On a beau dire l'expérience et les années, bah, ça ne s'achète pas. Et que si on veut vivre pleinement et être super bien dans sa peau et acquérir cette maturité, il faut suivre tranquillement un cheminement, je dirais, et se poser à chaque fois si on franchit certains caps. Enfin, j'attire l'attention là-dessus, c'est-à-dire sur cette maturité qu'on doit avoir, quitte à reporter certaines découvertes quand on aura le temps, quand on sera un petit peu plus âgé ou quand ça reviendra, ou enfin, il n'y a pas de rush à vouloir tout faire vite, n'importe comment. Je pense que le BDSM, c'est quelque chose qui est aussi se vit encore mieux. C'est un peu comme le bon vin. Il faut un peu laisser les choses prendre du corps et de la rondeur de la cuisse, de la jambe. Littéralement. Non, mais c'est vrai que c'est un point hyper intéressant et ça recroise de ce que tu disais tout à l'heure sur la performance et cette envie de faire plus et d'aller vers plus, etc. Et notre époque, elle est un peu comme ça. Et les gens veulent vivre des sensations fortes très rapidement. Et comme tu le dis, ça demande une certaine maîtrise et une connaissance de soi, je pense, avant d'aller dans ce type de pratique-là, parce qu'on va pousser les limites, mais encore faut-il que les limites soient définies, quoi. Voilà, et puis d'avoir une certaine stabilité émotionnelle pour pouvoir tempérer, gérer, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu gères la relation. C'est toi le cerveau, hein, c'est toi qui penses pour 2 personnes ou 3 personnes ou 10 personnes. Hein. Voilà, donc là, à ce moment-là, ça prend beaucoup d'énergie et ça se travaille et ça se fait progressivement aussi. Mais écoute, merci beaucoup Carlotta pour ton temps, ta disponibilité, ce partage, c'était ultra intéressant. Le milieu du BDSM, c'est un milieu qui est difficile d'accès. Avec Diane, on souhaitait avoir quelqu'un aussi pour en parler. Et en fait, je trouve ça très chouette. Donc, je te remercie pour ta confiance et pour avoir parlé simplement en toute humilité. C'était vraiment très cool. Super, je te remercie à toi. C'était agréable aussi de répondre à tes questions. Salut, c'est Diane et c'est l'heure du point B. Le point B, c'est le point Basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview qui va écouter en faisant un pas en arrière et apporter sa vision sexologique arborée de quelques conseils. Réaliser ou non ces fantasmes? That is the question, ou plutôt that was the question, puisque Carlotta a sauté le pas. Je ne sais pas pour vous, mais cet épisode m'a permis de souffler, de réfléchir et surtout de ne pas se sentir oppressé par ce qu'il faudrait ou ne faudrait pas faire. L'histoire de Carlotta s'étend sur le temps. Elle est accompagnée de différents protagonistes et parmi toute cette exploration, elle nous montre que poser ses limites, ce n'est pas ringard. Que refuser certaines pratiques, ce n'est pas être coincé, bien au contraire. Plus elle s'est rapprochée de ce qu'elle voulait vraiment, plus elle a pris son pied.
Voici maintenant votre partie préférée, les conseils sexo du point B. Conseil numéro 1. Ne pas avoir peur de prendre le temps. La société dans laquelle nous vivons nous empresse de tout vivre tout de suite très fort. Vous avez le temps, prenez-le. Conseil numéro 2. BDSM ou non, apprendre à poser ses limites, c'est juste indispensable pour une sexualité épanouie, mais aussi plus généralement, un couple et une vie épanouie. Prendre le temps de se poser ces questions et de poser ses limites est précieux. Conseil numéro 3. Être capable d'exprimer ses limites à l'autre et de les respecter. Connaître ses limites, c'est bien. Les exprimer clairement, c'est mieux. N'hésitez pas à faire un travail psychosexo sur le sujet si vous sentez que c'est pas simple pour vous. Conseil numéro 4. Privilégiez l'écoute et la confiance à la performance. Une des choses qui m'a le plus touchée dans l'histoire de Carlotta, c'est le fait qu'elle soit droite dans ses bottes. Qu'elle soit hyper claire sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et ça lui laisse le champ libre pour s'écouter elle et écouter les autres. Le sacro-saint orgasme n'est même pas évoqué lors de l'interview, lors du podcast. On reste à 100% dans des notions de plaisir et de sensorialité. Conseil numéro 5. En parlant de sensorialité, c'est un mot important dans cet épisode. On commence par les voix entendues au téléphone, par l'esthétisme visuel de certaines scènes, par le bruit des gémissements. Faites confiance à vos sens et apprenez à leur tendre l'oreille. Conseil numéro 6, faites preuve de curiosité. Si vous cherchez à développer votre sexualité, lisez des livres, regardez des documentaires, renseignez-vous, posez des questions, parlez-en avec votre partenaire en long, en large, en travers, avant de vous lancer après avoir vu un simple article passer. C'est tout pour les conseils du point B. Je pense que 6 conseils, on est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je finirai tout de même cet épisode sur une phrase prononcée furtivement par Carlotta, mais qui a attiré toute mon attention. Je parle de jeu parce que la sexualité, ça ne doit pas être quelque chose de sérieux. Alors amusez-vous. PS, si vous souhaitez explorer les relations libres, ouvertes ou encore le polyamour, je peux vous recommander La salope éthique de Dossie Easton et Janet Hardy et la BD Polyamour et d'eau fraîche de Cookie Gelker. Amusez-vous bien, à bientôt! Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.